Bonjour. Dans cette vidéo, nous verrons quelques variations autour du thème des arcs et des câbles. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'un arc et câble est une combinaison d'un arc et d'un câble. Nous verrons dans cette vidéo qu'il peut s'agir aussi d'une combinaison d'un câble et d'un buton, ou que ça peut prendre la forme d'une structure que l'on appelle lenticulaire. Nous avons ici un exemple de pont en arc et câble, et premièrement, il est important de remarquer pourquoi ce pont doit être un arc et câble. Bien, c'est un pont qui a la particularité, vous le voyez en train de se monter, de pouvoir monter et descendre au-dessus de la rivière de telle façon à laisser passer des bateaux dessous. Donc il serait impossible d'avoir la poussée d'un arc qui pousse vraiment fort à quelques dizaines de mètres de hauteur. Donc c'est nécessaire que ce soit un arc et câble. Nous avons un arc dans la partie supérieure. Et un câble dans la partie inférieure. Et puis évidemment, des appuis sur ces tours qui permettent un mouvement montant et descendant. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a d'autres éléments dans cette structure. Il y a des câbles verticaux dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Ce qu'on va voir, c'est que ces câbles font partie de la structure, qu'ils fonctionnent, mais qu'ils ne changent en rien le fonctionnement d'un arc et câble. Nous voulons nous intéresser à un certain endroit où agit une charge Q. Cette charge, elle agit au niveau du tablier, là où passent les véhicules sur ce pont. Évidemment, il n'y a pas de véhicule maintenant, puisque le pont est en train de monter. Isolons un sous-système autour de cette charge. Ce que nous avons horizontalement, c'est le tablier qui est coupé. Verticalement, nous avons la charge Q en bas et vers le haut, un bout de câble. Nous avons une traction T dans le tablier qui est due à l'effet de l'arc et câble, et cette traction ne change pas lorsqu'elle rencontre un couple de forces qui sont perpendiculaires. On va le voir encore tout à l'heure. Et puis, évidemment, nous avons un effort N dans le câble. Faisons le polygone des forces correspondant. Nous avons donc ici la charge Q, puis la force T qui tire vers la gauche, puis l'effort N vers le haut, puis l'effort T qui tire sur la droite. Donc mon sous-système est en équilibre et les deux forces T doivent nécessairement être égales puisque les deux forces N et Q sont égales et opposées. Les deux forces T doivent aussi être égales et opposées. Donc nous voyons que le fait qu'il y ait une suspente n'a pas d'effort sur le câble de l'arc et câble. Maintenant, regardons un sous-système sur la partie de l'arc. Nous avons l'arc, et j'exagère un petit peu, mais il change de direction à cet endroit-là. On voit qu'il est courbe. Et agit sur la suspente, évidemment, la force N égale à Q. Et puis sur l'arc, nous avons une compression dans l'arc à gauche, et puis une autre compression dans l'arc à droite. Si on dessine le polygone des forces, je commence par la compression dans l'arc à droite. Ensuite, j'ai la compression dans l'arc à gauche. Et finalement, j'ai l'effort N égale à Q. Et mon polygone est fermé. On voit que c'est le changement d'orientation et un petit peu d'amplitude de la compression dans l'arc qui reprend l'effort. Donc, il était vraiment permis de dire qu'il y a un arc qui reprend les charges et puis simplement un tirant qui ne fait que retenir les deux extrémités de l'arc ensemble. Nous avons ici la structure des magasins généraux de Chiasso qui représente le symbole du cours e-structure et nous allons voir ensemble pourquoi cette structure est symbolique et importante. Pour la résoudre, nous allons utiliser l'applet e-Cremona.
Plus précisément, nous allons utiliser deux applets di Cremona parce que nous ne pouvons pas résoudre ce système en une seule fois. Nous voulons d'abord commencer dans l'applet du bas à résoudre le problème du câble. Nous avons ces éléments verticaux qui introduisent des charges sur le câble. J'introduis chaque fois une charge de 100 qui est la valeur par défaut. Et puis je positionne les appuis pour le câble à gauche et à droite. On va arrêter l'analyse ici. Le reste de la structure est un type de structure que l'on verra plus tard. C'est un cadre. Mais pour la partie centrale, l'analyse qu'on fait est tout à fait correcte. Je déclenche le polygone funiculaire et je lui donne la bonne forme. On voit que dans la partie à gauche et à droite, je vais corriger un petit peu la position de mes appuis. On voit que dans la partie gauche et droite, grosso modo, la forme du câble est juste, mais qu'évidemment, au milieu, c'est comme s'il y avait quelque chose qui tirait le câble vers le haut. Alors nous allons introduire une force pour tirer le câble vers le haut. J'introduis d'abord une force de 100, mais elle n'est pas suffisante. En appuyant sur majuscule, je vais changer son amplitude. Peut-être la déplacer un petit peu à gauche, voilà. Et voilà. Lorsque j'introduis une force qui vaut à peu près 200, 220, 230 ici, alors j'ai la bonne forme du câble. Quel est l'élément qui peut reprendre cette force? Eh bien, c'est justement l'arc, puisque pour l'instant, toutes les charges que nous avons sont reprises par le câble, puisque nous avons ces charges sur la toiture qui descendent et qui créent des déformations et donc des efforts dans le câble, mais pour l'instant, il n'y a aucune force qui agit sur l'arc. Maintenant, pour que nous soyons en équilibre, nous allons mettre une charge de 228 vers le bas qui agit sur cet arc. Voilà. Et maintenant, nous avons l'effort dans l'arc, et puis nous avons l'effort dans le câble, et l'ensemble de ces deux jeux de force nous donne l'ensemble des efforts dans toute la structure. À noter que ces éléments ici sont en compression. Par contre, cet élément-là, avec une force de 100 qui descend et une force de plus de 200 qui monte, cet élément-là est en traction. Nous pouvons donc maintenant dessiner dans cette structure les efforts qui agissent. Donc il y a de la compression dans la membrure supérieure, dans l'arc. Il y a de la compression dans ces poteaux. Et puis, il y a de la traction dans le câble inférieur et dans le poteau central. Pourquoi est-ce que l'ingénieur Maillard a décidé de faire cette structure ainsi? Bon, c'est fréquent d'avoir des toits inclinés, c'est pour évacuer la pluie. Mais ce n'est pas la seule raison. La raison est qu'on lui a très vraisemblablement demandé une certaine hauteur pour sa structure et que s'il avait gardé le câble comme il était au départ, alors il aurait dû construire toute sa structure plus haute pour respecter cela. En introduisant cette petite subtilité de changement de forme du câble, il a diminué la hauteur totale nécessaire pour la structure et l'a donc la rendu plus compétitive. Parmi les variations que l'on peut faire des arcs et câbles, on peut aussi les transformer en câbles et butons. Dans cette configuration, nous avons toujours un câble, mais le câble n'est plus rectiligne. Et nous avons toujours un arc, mais maintenant l'arc est devenu rectiligne. Alors on peut toujours l'appeler l'arc, ou on peut l'appeler un buton. Un buton, c'est un élément qui sert à la butée, qui est un élément qui ne reprend que des compressions selon son propre axe. C'est donc aussi un arc, on peut le dire clairement. Dans cette applette, nous voyons une des travées du pont de Chiyosae, sur laquelle agissent des charges dues au poids propre et au trafic. J'introduis un appui fixe à gauche, un appui mobile à droite et j'active la résolution et on voit que la forme qui a été donnée à ce pont correspond à la forme d'un arc et câble. Ces éléments
qui transmettent l'effort du tablier jusqu'au câble sont tous en compression. Un exemple plus récent a été construit par le professeur Moutoni. C'est essentiellement aussi un arc et câble avec une compression dans la dalle de roulement. On constate que, au lieu d'avoir des éléments verticaux, on a maintenant des diagonales inclinées. Ces diagonales compliquent un petit peu pour nous la compréhension du phénomène, mais ont l'avantage de pouvoir changer légèrement l'effort dans le câble tout au long de sa longueur. Fondamentalement, ce pont est toujours un arc et câble. Il y a toute une variation possible dans les arcs et câbles entre le pur arc et câble, comme nous avons vu au début, jusqu'au pur câble et buton. Ici, nous avons diverses formes. Ici, une forme avec les 3/4 de l'effort qui passe dans l'arc et 25% restant, le quart restant dans le câble. Ici, une structure intéressante avec la moitié des efforts dans le câble et l'autre moitié dans l'arc. Et puis ici, seulement 1/4 des efforts dans l'arc et les 3/4 dans le câble. Le but de cette image, c'est de vous convaincre que toute variation est possible. C'est à vous de décider en fonction des structures que vous voulez concevoir, si vous préférez une structure qui a plus la forme d'un arc et câble ou d'un câble et buton, ou bien où est-ce que vous voulez vous placer entre deux. En fait, la famille entre deux, avec 50% de chaque côté, est très intéressante. On voit ici un pont du 19e siècle de forme lenticulaire. On voit ici qu'il y a des locomotives. Nous avons un tablier avec des charges très lourdes qui est suspendu d'abord à un câble. Alors on voit qu'il y a en fait deux câbles qui sont liés par des diagonales. Mais c'est ensemble, ça forme un grand câble. Et puis ces câbles continuent pour arriver jusqu'au niveau de l'arc supérieur. Donc, puisqu'on a vraiment un système lenticulaire, la moitié des charges sont prises par le câble inférieur et l'autre moitié est reprise par l'arc supérieur. Et puis, c'est un arc et câble, donc ça ne transmet que des forces verticales aux appuis. Dans cette leçon, nous avons vu que l'arc et câble peut prendre des formes variées, passant d'un arc et câble à un câble et buton, avec des possibilités intermédiaires, dont une, la structure lenticulaire, est particulièrement intéressante.